Ces dernières années, les séries Netflix à propos de crimes réels se multiplient et les chaînes YouTube qui traitent d'affaires sordides pullulent. Et pour cause, le true crime est plus que populaire. Pour être honnête, je suis moi-même fan de certains de ses créateurs, bien que de nombreuses vidéos m'aient déjà empêché de fermer l'œil. Je me suis posé la question suivante de nombreuses fois sans pour autant y répondre. Mais pourquoi le true crime nous fascine tant ? La curiosité morbide, c'est une évidence, mais et si c'était plus complexe que ça? Et si notre fascination pour les détails sordides n'était que la partie visible de l'iceberg? Installe-toi confortablement ou sur ton parquet, parce qu'aujourd'hui on va parler du true crime, ce genre bien glauque qui rapporte gros. Si comme moi tu es né après l'âge de pierre, tu n'as probablement jamais lu la rubrique faits divers du journal. En fait, t'as probablement jamais lu le journal tout court. Et au risque de te surprendre, oui, initialement ça se lit, ça ne sert pas à allumer le barbecue. C'est donc avec les faits divers qu'on a commencé à s'emparer des affaires de police et à voir tous les détails des enquêtes, même les plus morbides. Le true crime, c'est, comme son nom l'indique, le fait de parler de crimes réels. On retrouve ça sous plein de formats, mais on va se concentrer sur les vidéos YouTube et sur les plus grosses productions audiovisuelles comme, au hasard, Netflix. Tiens, et si je te demandais pourquoi tu regardes du true crime? Parce que tu veux comprendre la psychologie des tueurs, être prêt à faire face à toutes les éventualités, ou même dresser le profil type du fou du bus. Tout ça, c'est des raisons relativement rationnelles, et il y en a un paquet. Et en vrai, heureusement que la première réponse des gens, c'est rarement « pour établir mon mode opératoire, pour dresser le profil des victimes, et pour savoir quelle musique je mettrais quand je serais en train de... » Non, on reste sur les raisons rationnelles, c'est très bien. Bon, toi, tu regardes pour comprendre les criminels, les crimes, et te sentir en sécurité. Tout ça, ça fait une forme de catharsis. SO Aristote, mais on va la faire courte. La catharsis, c'est le fait de voir nos passions représentées. Passion dans le sens tourment parce que je suis pas fan de cannibalisme perso, et tout ça, ça permettrait de purger son esprit. En gros, te confronter à la peur qu'ont ressenti les victimes et à la violence, ça te permet d'être plus serein et de dormir sur tes deux oreilles, même si c'est physiquement impossible. Et là, boum, on en revient aux lois du marché, l'offre et la demande. Toi, tu veux en apprendre plus sur une affaire en regardant une vidéo. Et ça tombe bien parce qu'il en existe littéralement des milliers. Du point de vue du consommateur, on a donc évoqué des raisons plutôt rationnelles de regarder du true crime. Mais qu'en est-il de ceux qui produisent ce genre de contenu? Il faut distinguer les créateurs indépendants des big requins de l'industrie, parce que l'impact et les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. En fait, au sein même des créateurs, les raisons et la façon de traiter un sujet peuvent être très diverses. Certains veulent rendre hommage aux victimes et à leurs familles, alors que d'autres exploitent les peurs primaires des individus pour se faire un max d'oseille. Et là, on se rappelle de la série Dahmer, et on comprend vite où se situent les grosses productions ultra-capitalistes. J'aurais tendance à éviter de jeter la pierre aux créateurs qui galèrent, mais j'avoue que caler une sponsor pour un matelas qui t'aiderait à mieux dormir pendant que tu parles du sommeil éternel d'un individu, bah c'est assez ironique, voire carrément limite. Faut bien remplir le frigo, me dira-t-on. Et c'est vrai, donc abonne-toi. En fait, peu importe le prisme au travers duquel on observe la consommation et la diffusion de contenu true crime, on se rend compte qu'il y a une façon plus ou moins malsaine de voir la chose. Quand tu cliques sur une vidéo de true crime, tu viens pas pour jouer les Hercule Poirot, parce que le nom et le visage du criminel te sont déjà donnés. Parfois, t'as même déjà entendu parler de l'affaire. Et tu sais que ça a fait scandale parce que les détails sont d'une violence inouïe. Mais alors, pourquoi tu cliques? C'est une question que je me pose de plus en plus face à ce genre de contenu. Depuis quand c'est devenu divertissant? Depuis quand les récits de crimes atroces, c'est devenu mon fond sonore pour faire la vaisselle? À la base, on voulait se rassurer. Mais est-ce qu'on n'aurait pas fini par intégrer cette violence au point d'y être devenu moins sensible? Bon, dit comme ça, c'est terrifiant, mais je regarde systématiquement sous mon lit en rentrant depuis les threads d'horreur de Squeezie, et je suis sûr que je suis pas le seul. Pour les femmes, c'est pire. Il y a tellement de récits où elles se font agresser dans des ruelles sombres la nuit avant de se faire séquestrer qu'on comprend leur peur. Et par séquestrer, là je te parle pas des vacances tout frais payées de la go dans 365 jours. Non, je te parle de 2 nuits maximum et le 3e matin et le petit-déj sont pas offerts. Bref, les femmes sont les principales consommatrices de true crime, en plus d'être les victimes les plus représentées. Et ça fait écho à nos raisons rationnelles d'en regarder. Elles se sentent plus vulnérables. Enfin ça, c'est ce que la société leur fait croire, mais on y reviendra. Au-delà des aspects malsains induits par le consommateur, on va retrouver ceux dont sont responsables les producteurs. Commençons par le pire à mon sens, la glorification des tueurs. C'est un aspect propre aux grosses productions, mais je me demande comment est-ce qu'on peut rendre attachant un Jeffrey Dahmer. Non, clairement, j'irais pas dire que c'est un exploit d'en avoir fait un objet de pop culture. En fait, faire passer les tueurs pour des êtres torturés, au passé trouble et aux pensées mystérieuses, c'est parfois nier l'identité des victimes. Deuxième point que je voulais aborder, donc, la façon dont sont représentées les victimes. La plupart du temps,
j'ai l'impression que ce ne sont que des chiffres sur un compteur. Heureusement, il existe un contre-courant à la criminologie, qui est bien souvent l'angle utilisé pour aborder ces histoires, et oui, c'est la victimologie. Autre chose assez terrible, mais cette fois pour les proches des victimes. Comment tu veux te reconstruire quand on sort des vidéos et des séries sur la façon dont ton fils a fini découpé dans un congélo? Non, sérieux, c'est chaud. Enfin, et puis le côté... Mais comment est-ce qu'on peut aller aussi loin dans l'horreur? Ça fait bien vendre, mais c'est ultra malsain. Sérieusement, qu'est-ce qu'on en retire de tous ces détails sordides? Les faits divers ne seraient-ils pas des faits qui font diversion, comme le disait Bourdieu? Et si les détails sordides n'étaient là que pour nous détourner d'autres problématiques? C'est sûr qu'en voyant des tueurs potentiels à chaque coin de rue, la banquise paraît fondre beaucoup moins vite. Quand j'étais petit, ma mère m'avait fait un discours assez flippant sur les enlèvements et le fait de ne pas parler aux inconnus, comme beaucoup de gens. Et c'est vrai que j'ai été potentiellement plus alerte sur les enlèvements que sur le racisme en milieu scolaire. Et puis, parlons du fait d'établir un profil type. Ça veut rien dire. En fait, ça sert juste les politiques xénophobes et racistes, et ça aide aussi à instrumentaliser la peur. Il faut rappeler que choisir de représenter un événement de telle ou telle façon, c'est choisir un biais. Hasard de dingue que certaines chaînes ne parlent des agressions que quand elles sont commises par des Arabes. Est-ce qu'on est dans le désert à Paris? Non, on n'est pas dans le désert. Alors pourquoi on mettrait des DJ là-bas? Les femmes souffrent beaucoup de cette instrumentalisation de la peur, car elles finissent par intégrer qu'elles sont de potentielles victimes dès lors qu'elles se déplacent seules. Et c'est donc en ça qu'elles se sentent plus vulnérables. Tout ça, ça sert l'extrême droite et le patriarcat. Et bizarrement, cette façon de faire de la politique, ça me rappelle quelques figures de mes manuels d'histoire. Et puis présenter les actes violents commis par ces criminels comme quelque chose d'isolé, c'est un peu gros à me faire avaler. On s'est jamais dit que, bizarrement, ni la peine de mort, ni la prison n'avaient jamais empêché le crime de naître. Genre, y a personne qui s'est dit « Ah mais ça marche pas de fou là !» Venez, on règle les problèmes de la société. Oui, parce que les féminicides, par exemple, c'est pas l'œuvre d'un mari fou complètement zinzin, mais plutôt de problèmes politiques. On voit bien que le problème, c'est pas le true crime en lui-même, mais plutôt le prisme par lequel on l'aborde et la place que l'on a dans cet écosystème. Je me suis fait la réflexion, mais même quand on demande aux familles leur accord pour parler d'une histoire, on leur demande rarement, si ce n'est jamais, l'impact que ça a pu avoir sur eux et ce qu'ils font à présent pour avancer. Le problème du true crime tel qu'il existe dans les médias, c'est de ne pas chercher à tirer de conclusions ni à agir. C'est de faire de notre peur une émotion passive qui nous rend manipulables. Dans cette vidéo, j'ai voulu présenter les enjeux qu'il y a derrière le fait de consommer du true crime de façon plus ou moins excessive, et j'espère avoir ouvert la porte à d'autres réflexions. On se retrouve en commentaire et dans une prochaine vidéo. Sur ce, salut!